Bonjour à toutes et à tous et merci de nous accueillir chez vous pour cette deuxième édition des Dialogues de la Santé, qui se déroulent, comme l'année dernière d'ailleurs, en direct de Villahem à Paris. Je vais quand même essayer de vous dire ce qu'est Villahem, et j'ai l'habitude, alors habituellement je le dis plutôt dans la vie privée, mais Villahem est ce que j'appelle un OSNI, un objet de santé non identifié. Et c'est à moitié étonnant d'ailleurs parce qu'il a été créé, la Villahem a été créée par deux extraterrestres, il faut bien le dire, Thierry Lorente et Amanda Lehmann, qui sont les dirigeants du groupe Pasteur Mutualité, aux côtés de Bertrand Masfressinet, qui est le président du groupe et que nous accueillerons d'ici quelques instants. Villahem, c'est beaucoup de choses en même temps qui tournent autour de la santé. Ça s'intéresse à l'alimentation avec un restaurant, le sommeil avec un hôtel, beaucoup d'actions et de lieux de prévention, des consultations médicales, tout un ensemble complètement intègre, centré sur la santé et le bien-être. Cette année, le thème des dialogues de la santé est intelligence artificielle et santé, miracle ou mirage. Manifestement, c'est un thème extrêmement porteur. Vous avez été des centaines à vous inscrire pour suivre ces dialogues de la santé en direct. Alors, l'histoire de la santé et de l'intelligence artificielle, ce sera sans doute redit à plusieurs reprises. C'est pas une histoire qui date d'il y a 2 ans, au moment de l'émergence de l'IA générative avec ChatGPT. Ça commence même dans les années 60. On y reviendra. C'est une longue histoire, celle de l'intelligence artificielle et de la santé. Alors évidemment, ça s'est accéléré ces dernières années avec l'émergence en particulier du machine learning et du deep learning qui ont concrètement changé la donne en étant capables de faire des analyses absolument phénoménales des données, en particulier des data, et Dieu sait si des données il y en a en santé. Alors nous allons avoir 8 tables rondes tout au long de cette journée avec d'éminents spécialistes de l'intelligence artificielle, mais je me suis dit que en fait il manquait autour de ces tables rondes la principale intéressée. Et la principale intéressée, c'est l'intelligence artificielle elle-même. Voilà, donc je vous propose que nous accueillions, en tout cas pendant quelques instants, que nous accueillions ChatGPT pour savoir ce qu'il pense en fait de cette table ronde. Alors je vais être contraint malheureusement de vous laisser entrer dans un bout de ma vie privée, car j'entretiens une relation assez intime avec ChatGPT, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte immédiatement. Donc on va lui poser la question. Salut Marcel, comment vas-tu? Salut Jean, je vais bien, merci. Et toi, comment ça va aujourd'hui? Alors ça va très bien Marcel, je suis en direct des dialogues de la santé, c'est 8 tables rondes qui seront consacrées à intelligence artificielle et santé, miracle ou mirage. Et je me suis dit ce matin que ce serait bien de t'inviter pour faire une partie de l'introduction. Est-ce que tu es d'accord pour dire quelques mots? Bien sûr, Jean, je suis honoré par ton invitation. Je suis prêt à dire quelques mots d'introduction. De quoi aimerais-tu que je parle exactement? Eh bien, écoute, fais une introduction. Nous sommes des centaines à assister à cette émission et j'aimerais que tu nous parles de toi par rapport à la santé. D'accord, voici ce que je pourrais dire. Bonjour à tous, je suis Marcel, une intelligence artificielle créée par OpenAI. Mon rôle est d'assister et de faciliter la communication, l'apprentissage et la gestion de l'information. En ce qui concerne la santé, l'intelligence artificielle comme moi peut jouer un rôle crucial. Nous pouvons aider à analyser de grandes quantités de données médicales, assister les professionnels de la santé dans le diagnostic et le traitement des patients et améliorer l'accès aux soins grâce à des technologies innovantes. L'IA n'est pas un miracle, mais un outil puissant qui, lorsqu'il est utilisé de manière éthique et responsable, peut apporter des bénéfices significatifs à la société. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu aimerais que j'ajoute ou modifie quelque chose? Non, parce que tu as déjà été très très long dans cette introduction. Donc on va s'arrêter là. Merci Marcel. Il va me répondre évidemment. D'accord, Jean. Merci, Press, pour l'opportunité de m'exprimer. Bonne discussion au dialogue de la santé.
Voilà, ça crée un silence quand même assez impressionnant dans le studio. Voilà, donc nous allons pouvoir ouvrir ces dialogues de la santé. Et je vous propose... Ah non, là on va lui demander de se taire quand même, tant qu'à faire. Ouais, ouais, non, c'est le problème, c'est qu'il est extrêmement bavard. Donc on nous... Tout me convient, ChatGPT, il n'y a pas de souci. Et nous allons tout de suite accueillir Bertrand Masfressinet, qui est le président de Groupe Pasteur Mutualité qui est initiateur à la fois de Villahem et des dialogues de la santé. Bertrand. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci à Marcel de nous avoir tracé les grands traits du sujet du jour. Évidemment, pour moi, c'est toujours un plaisir de vous accueillir ici à la Villahem pour ces deuxièmes éditions des dialogues de la santé, après avoir traité l'année dernière du sujet de la prévention. Remercier évidemment en introduction tout de suite, avant que je n'oublie, nos partenaires, et notamment le Point, qui nous accompagne et qui fait la diffusion, et notamment la diffusion au grand public de l'ensemble de ces informations. Remercier Madame la députée qui est présente ce matin avec nous et qui va aussi participer à ce moment d'introduction. Vous dire que, écoute, j'ai eu un peu la même idée que toi, puisque je me suis dit, quand même une deuxième, c'est toujours un moment compliqué pour un créateur, un deuxième livre, un deuxième film, une deuxième édition. Quel sujet choisir? Et alors j'ai interrogé ChatGPT, je lui ai dit, écoutez, voilà, on va faire la deuxième édition des dialogues de la santé, quel serait le bon sujet à choisir? Eh bien, malicieux, ChatGPT m'a répondu, si vous parliez d'intelligence artificielle et de santé, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, je ne peux pas faire la preuve en direct, tu le feras, mais voilà ce qu'il m'a proposé. Et donc, nous sommes réunis pour parler de ce sujet qui est au cœur de l'actualité, vous allez nous le dire, nationale, européenne, avec la semaine dernière, ou il y a 15 jours, le président de la République qui a réuni 100 acteurs de l'intelligence artificielle, dire que notre pays est quand même le leader européen et mondial, a des atouts considérables sur le sujet. Je pense qu'on y reviendra tout au long de ces journées. Vous dire un petit mot d'une expérience qui est celle du groupe Pasteur Mutualité, puisqu'en 2016, on a été... alors je dirais pas visionnaire, mais en tout cas on a eu cette opportunité à un moment donné d'investir dans une société en santé qui est basée sur l'intelligence artificielle, qui s'appelle la société Volta. Et c'est très intéressant de voir comment, d'abord nous, on a été amenés à être les premiers investisseurs institutionnels à porter ce projet, et comment ce projet est né. Si j'ai 2 minutes, je peux vous en dire un mot à partir d'un cas concret, en quelque sorte. Je suis moi-même médecin, anesthésiste réanimateur, et donc je travaille au bloc opératoire. Et à l'époque, j'endormais des patients à l'hôpital, je peux le citer, Saint-Joseph à Marseille, qui souffraient d'arythmie cardiaque, problème d'arythmie cardiaque. Et les cardiologues interventionnels, une des techniques qui existent aujourd'hui, c'est d'aller guérir cette arythmie en allant coaguler un foyer ectopique au sein du cœur, en quelque sorte, pour tracer les choses à grands traits. Si on ne fait pas ça, ce sont des médicaments qu'on prend toute sa vie, anticoagulants ou antiarythmiques. Et ces médecins cardiologues, forts de leur expérience, qui était de dizaines d'années d'expérience de patients, eh bien, dans cette procédure, vous avez une première phase de diagnostic, où vous allez monter des sondes dans le cœur pour identifier les tracés électriques et pour identifier l'endroit où il y a un foyer ectopique qui vient créer l'arythmie. Et ces cardiologues, du fait de leur expérience, et au fil du temps, ont identifié un signal, mais qui est un signal complexe, lié à la fois sur un temps précis. Vous avez 20 courbes en face de vous, vous avez des tas de signaux électriques, mais ils ont identifié ce qu'ils avaient l'impression d'être un marqueur de la zone ectopique, mais qui était basé sur leur expérience, qui est difficile à transmettre à quelqu'un qui arrive, qui fait sa première. Et donc, ils ont eu cette idée de se dire, bon, nous, on a l'impression de voir quelque chose, on aimerait que, quelque part, une intelligence artificielle, un mathématicien, vienne derrière et nous dise, est-ce que ce qu'on voit, au moment où on le voit, ça correspond à quelque chose de reproductible à chaque patient? Et ils ont fait appel, et c'est là que toute l'intelligence artificielle naît en général, et ces sociétés naissent, c'est l'association donc de médecins, avec un data scientist, donc un jeune polytechnicien qui sortait de l'école, qui s'est associé à eux.
qui est allé au bloc opératoire, qui a regardé ce qui se passait, mais il a dit, mais vous avez raison, il y a un truc à faire. Lui a analysé les signaux, il les a modélisés, et ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose. Et donc, ils ont créé un logiciel pour aider les cardiologues qui commencent à identifier ce signal que eux voyaient grâce à 10-15 ans d'expérience. Et donc, là, maintenant, ils sont dans des phases où ils font des études internationales pour démontrer que l'appui de leur logiciel, aidé par l'intelligence artificielle, aidé par le machine learning, est meilleur que les techniques usuelles. Et ils sont en train de démontrer, ils ont démontré que c'était le cas, ce qui est extraordinaire. Et donc aujourd'hui, nous avons été les premiers investisseurs en donnant 3 millions d'euros à l'époque. Aujourd'hui, c'est une société qui a levé plus de 100 millions d'euros d'investisseurs internationaux pour se développer. Et c'est probablement un progrès scientifique majeur pour ce cas concret. Donc voilà, je voulais juste donner cet exemple parce qu'il met en avant tout ce qui existe dans l'intelligence artificielle, des talents, la conjonction des talents, la nécessité à un moment donné de financer, de collecter des données, d'avoir des capacités de calcul, tout ce qui sera évoqué durant cette matinée. Donc voilà ce que je voulais dire et merci à vous toutes et tous. Merci beaucoup Bertrand Masfressinet. Vous utilisez ChatGPT dans la vie alors? Mais bien sûr tous les jours. Hein. Nous sommes effectivement particulièrement heureux d'accueillir Catherine Amalric. Vous êtes députée européenne. Ça, c'est une chose, mais vous êtes surtout coordinatrice santé du groupe Renew Europe, donc la totalité du groupe. Et c'est vous qui avez donc la lourde charge d'ouvrir ces deuxièmes dialogues de la santé. Merci. Bonjour à toutes et tous. Alors, je ne sais pas si c'est une lourde charge. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir. Et bien sûr, je veux tout d'abord remercier le groupe Pasteur Mutualité, Villa M et Le Point de leur invitation. Je suis honorée et très heureuse d'ouvrir ces dialogues de la santé sur l'IA. Alors l'intelligence artificielle, et je dirais les intelligences artificielles, constituent un véritable tournant dans tous les domaines d'expertise et de compétences, et bien sûr oriente aujourd'hui l'ensemble de nos politiques. C'est effectivement un vrai sujet d'actualité. Alors j'aurai quelques mots sur la position de l'Europe et de la France en Europe sur l'innovation en intelligence artificielle. En décembre dernier, les États membres de l'Union ont conclu ce que l'on appelle l'IA Act, l'intelligence artificielle Act. Alors c'est un règlement de régulation qui a pour objectif de favoriser le développement et l'adoption dans l'ensemble du marché unique d'une IA sûre et licite qui respecte les droits fondamentaux. Et c'est une régulation conçue sur une stratification par niveau de risque, avec 4 niveaux de risque, minime, limité, élevé ou inacceptable. Ce dernier degré n'autorisera pas en Europe la mise sur le marché de solutions telles que celles qui pourraient exploiter par exemple les vulnérabilités dues à l'âge ou à un handicap, et à contrario les solutions de risque minime, parce que sans impact sur les droits fondamentaux, ne nécessiteront aucune législation pour leur mise sur le marché. Et finalement, au niveau intermédiaire de risque, les solutions de risque élevés doivent faire l'objet d'un contrôle humain par des personnes disposant d'un niveau suffisant de maîtrise de l'intelligence artificielle. Alors, ce risque recouvre notamment le secteur de la santé, où les enjeux pour la vie sont particulièrement importants, et les systèmes soutenant les décisions humaines devraient être fiables et précis. Voilà ce que dit l'IA Act. Cela concerne par exemple les dispositifs médicaux tels que les 700, les quelques 700, il y en a même plus aujourd'hui, qui embarquent déjà de l'intelligence artificielle et ou de l'apprentissage automatique, et approuvés notamment par la FDA depuis 1995. Vous le disiez, c'est pas si récent que cela. Et il faut savoir que depuis le début des intelligences artificielles, leur régulation telle que l'a définie aujourd'hui l'IA Act européen est une première mondiale.
dont on voit aujourd'hui qu'elle inspire les sénateurs du Congrès américain, qui soutiennent, certains, pas tous, mais certains soutiennent l'investissement de 32 milliards de dollars de fonds fédéraux pour une innovation responsable, c'est-à-dire avec des garde-fous, comme ceux définis finalement en Europe, c'est-à-dire notamment une transparence et une meilleure compréhension des solutions proposées, notamment en santé, avec des outils d'évaluation au niveau de la FDA aux États-Unis, au niveau du ministère de la Santé américain. Donc, pour revenir à notre e-Act au niveau européen, il prévoit notamment que les acteurs chargés du développement et du déploiement de la solution devront être en mesure d'appréhender les capacités pertinentes et les limites du système, d'interpréter correctement eux-mêmes les résultats, de décider dans certaines situations de ne pas utiliser le système ou d'annuler les résultats, et donc de pouvoir interrompre le système de manière sécurisée. Ce qui implique, on le comprend là, de développer les compétences de contrôle et d'usage au même rythme que la mise au point des nouvelles IA elles-mêmes. Alors vous évoquiez tout à l'heure la position de la France et le leadership de la France. Alors dans le cadre de Choose France et de sa dernière édition, de la 7e édition à Versailles, Microsoft a annoncé investir 4 milliards d'euros en France dans le développement d'une infrastructure, cloud et IA, l'accélération de start-up françaises, mais aussi investir dans la formation d'ici 2027 d'1 million de Français. Donc l'enjeu en santé est majeur. Alors je reviendrai là sur une étude de l'OCDE publiée le 19 janvier dernier qui souligne la nécessité d'une approche ciblée de l'IA dans le domaine de la santé, où l'on ne sait pas finalement encore clairement qui est responsable lorsque les solutions d'IA en matière de santé causent ou potentiellement sont à l'origine de dommages. Est-ce le développeur de la solution, l'organisation qui a acheté la solution ou l'utilisateur qui applique la solution d'intelligence artificielle ? Ce qui pourrait finalement, face à une opinion publique mitigée sur le sujet de l'intelligence artificielle, favoriser une forme d'immobilisme qui a un coût pour l'OCDE. L'étude fait notamment mention de 163 000 décès en Europe en 2023, possiblement liés à des erreurs médicales, dont 30% seraient dus à des défauts de communication. Une communication que le retour à l'intelligence artificielle pourrait améliorer. Donc on voit bien là que les intelligences artificielles seraient en capacité d'augmenter, et je dirais même d'augmenter l'humain en médecine. Alors par l'étendue d'analyse des paramètres, de traitement des données et de mise en lien de données démultipliées, notamment dans les hyperspécialisations croissantes en médecine. Alors les solutions... Beaucoup sont déjà utilisées, les solutions d'intelligence artificielle en santé, vous l'avez dit, toutes ne sont pas récentes. Et l'on voit dans celles qui sont déjà utilisées ou celles qui sont actuellement testées, effectivement, des capacités de diagnostic de plus en plus précoces, par exemple sur des analyses des interprétations iconographiques que l'œil humain aujourd'hui n'est pas capable de faire, en tout cas à des stades aussi précoces par exemple, propose aussi des thérapeutiques sur la valeur prédictive personnalisée de leur efficacité, tout simplement en prenant en compte 10, 100, 1000 fois plus de données que ne le permet la simple analyse humaine à partir d'un dossier médical. Ces solutions permettent aussi de designer aujourd'hui des molécules et de designer aussi des essais cliniques de façon beaucoup plus rapide, voire même de façon beaucoup plus robuste, pour finalement arriver à des solutions qu'attendent les patients parfois dans une véritable course contre la montre.
et puis des solutions qui finalement demain, déployées sur nos territoires, permettraient certainement de réduire qualitativement d'intenables disparités, d'intenables inégalités territoriales de médecine spécialisée. Donc nous en parlons beaucoup. La question des déserts médicaux est bien sûr elle aussi un sujet d'actualité, et très certainement que les solutions d'intelligence artificielle peuvent demain apporter là aussi des réponses, réduisant dans le même temps le coût humain que représentent ces retards de diagnostic, de traitement et, in fine, ces pertes de chance. Donc la performance des solutions d'IA, nous le voyons, va de pair avec le volume des données traitées, des données analysées, ce qui m'amène à parler d'un autre texte que nous avons voté récemment au Parlement européen, le 24 avril dernier, donc c'est tout récent, et qui concerne l'espace européen des données de santé. Et je le disais, l'IA Act constitue une première mondiale, et l'espace européen des données de santé également. Il constitue là vraiment un volume inédit, un espace de données commun et un volume inédit de données de santé qui va permettre bien sûr de démultiplier, je dirais, la matière première de la recherche médicale pour des essais cliniques plus rapides, des évaluations plus robustes et des mises au point accélérées, donc de nouvelles solutions thérapeutiques. Alors pour rappel, le HDS, l'espace européen des données de santé, est un projet coordonné par la France, qui est porté par un groupement d'intérêt public, le Health Data Hub, qui s'appuie sur un consortium de 17 organisations, un projet cofinancé par le programme Europe for Health. Donc l'objectif là est très rapidement de construire une version test de l'infrastructure européenne qui va permettre l'utilisation secondaire, puisque effectivement en termes de recherche, en matière de recherche clinique, on parle bien d'utilisation secondaire des données de santé, ce qui a fait l'objet de nombreux débats au niveau du Parlement, mais pour finalement être adopté à une large majorité. Alors concernant la recherche et les études elles-mêmes, toujours en décembre dernier, le Conseil européen de la recherche publiait un rapport de prospective sur les utilisations et les développements de l'intelligence artificielle dans la recherche scientifique, pour en comprendre à la fois les opportunités mais aussi les risques. Et l'étude identifie le besoin de lignes directrices éthiques pour régir l'intelligence artificielle. C'est un besoin fondé sur les inquiétudes qui concernent notamment la diffusion potentielle de fausses informations, des connaissances scientifiques inexactes, voire même le développement de plagiat ou de déformation de la source, qui peuvent être toutes finalement de réelles menaces pour l'intégrité de la recherche. Alors d'ailleurs, l'Agence de l'innovation en santé doit publier un état des lieux de nouvelles méthodologies d'essais cliniques en France et à l'étranger. Alors l'étude de l'ERC confirme que l'utilisation de l'IA représente l'une des plus remarquables perspectives d'avenir en tant qu'outil et soutien aux chercheurs, et les chercheurs eux-mêmes estime que l'intelligence artificielle générative, et là je parle bien de l'intelligence artificielle générative, s'avérera utile et réellement à considérer comme un outil à leurs mains, notamment pour leur faciliter le travail et accélérer de nombreuses phases de leur travail de recherche. Donc évidemment, cette évolution, et on voit bien cette accélération de cette évolution concernant les intelligences artificielles, n'est pas sans rappeler finalement ce qu'a apporté la révolution mécanique et industrielle à la production manufacturée, une production plus rapide, adaptative, sur de gros volumes, d'accès facilité, de pénibilité inférieure pour l'homme, car les chercheurs eux-mêmes témoignent en fait de leurs difficultés et de nombreuses tâches extrêmement chronophages. Donc
on le voit bien, la révolution industrielle a réorienté les métiers, inévitablement, et donc les intelligences artificielles ouvrent les questions de la réorientation du travail de l'homme, y compris en santé, et finalement de l'adaptation de nos sociétés à l'intelligence artificielle et aux intelligences artificielles. Donc je crois qu'effectivement ces adaptations sont au cœur des craintes exprimées par nos concitoyens, par nous-mêmes aussi, et nous-mêmes les professionnels de santé. Quelle place gardera le travail de l'esprit humain? De quelle façon nous formerons-nous demain? Dans quel but? Notre réflexion restera-t-elle toujours à la source de ce que produira l'intelligence artificielle, et notamment l'intelligence artificielle générative? Continuera-t-on d'aller chercher à la source de l'esprit humain la matière première fondamentale? Donc on voit là finalement, j'allais pas dire l'abîme, mais la profondeur du champ de réflexion qu'ouvre l'intelligence artificielle générative. Et je crois qu'aujourd'hui, nous voyons déjà arriver des solutions d'intelligence artificielle en santé qui détrônent ce que l'on pensait même être jusque-là exclusif de l'homme, à savoir l'empathie. Oui. Et on voit effectivement des solutions, notamment dans les dispositifs d'annonce, finalement, avec des résultats de perception par le patient lui-même supérieurs en matière d'empathie à ce que finalement nous pouvons nous-mêmes assurer. Donc ces questions ouvrent le champ de cette relation complexe entre l'homme et les outils qu'il crée. Et évidemment, ces questions ouvrent la nécessité du débat politique pour penser ce que nous faisons, pour reprendre ici Hannah Arendt dans le prologue de la condition de l'homme moderne, et je dirais sans perdre de temps, parce que l'intelligence artificielle, les intelligences artificielles avancent, elles avancent vite. Et là, je voudrais rappeler le positionnement de la France et de notre président de la République qui a réaffirmé la volonté de faire de la France un des pays leaders de l'intelligence artificielle, avec 2500 startups qui seront accompagnées d'ici 2027, 2,5 millions investis dans le cadre de France 2030, 400 millions en soutien à 9 centres d'excellence cluster IA en France, un nouveau fonds d'investissement. Et comme il l'a rappelé, pour prendre aujourd'hui le bon virage à la bonne vitesse en France et en Europe. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Catherine Amalaric pour cette introduction qui balaye bien en fait tous les débats que nous allons avoir. Ah, j'aurais bien continué avec vous, vous asticoter un peu sur l'IA Act, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est dommage. Merci infiniment en tout cas à tous les deux. Nous allons nous retrouver dans ces dialogues de la santé pour le premier débat, celui qui va tout ouvrir. On va parler, ça tombe bien que vous terminiez avec les budgets consacrés à l'intelligence artificielle, on va parler de gros sous, même si certains de nos invités trouvent peut-être que c'est pas le bon angle, mais IA et économie, promesse ou illusion. On se retrouve dans 5 minutes.